Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, c'est bon. OK. Donc, bonjour, merci, de m'avoir, proposé ici de présenter, un cas qu'on a rencontré au niveau du laboratoire d'immunologie. Donc je vais directement, rentrer dans le vif du sujet et présenter ce cas. Donc il s'agissait, d'une jeune femme de 18 ans qui vit, seule, avec sa mère et qui décrit, des sensations d'endormissement au niveau de la langue, des troubles phasiques. Durant la nuit, du 12 mai, elle ressent des vertiges, des céphalées inhabituelles. Elle veut se lever de son lit, aller, chez sa mère et puis là, il y a une, perte de conscience avec des mouvements tonico-cloniques au niveau des 4 membres. Elle va donc être hospitalisée en neurologie à Tivoli pour une suspicion clinique donc de crise d'épilepsie tonico-clonique généralisée inaugurale. À Tivoli, donc ils vont faire un bilan assez, global, un bilan biologique, un scan cérébral, une IRM cérébrale, un électroencéphalogramme. L'ensemble est plutôt, normal et rassurant et donc quelques jours après, son hospitalisation, donc elle peut, sortir et depuis cette sortie d'hôpital, la maman de cette jeune femme ne reconnaît plus, sa fille donc il y a vraiment une absence de contact verbal. La fille ne répond que par quelques mots brefs. Elle ne répond plus lorsqu'on l'appelle. Elle tient un discours assez incohérent. Elle présente des troubles du comportement. Elle rigole toute seule. Elle va utiliser sa brosse à dents pour se brosser les cheveux. Elle a aussi des moments d'absence où elle regarde dans le vide, etc. Et on va lui proposer donc une consultation en psychiatrie quelques jours après et on va lui prescrire du Lysanxia. Elle va encore à nouveau avoir un malaise avec de nouveau une perte de conscience, des mouvements cloniques des membres supérieurs, des clonies au niveau de la tête, de la mâchoire. Et donc, elle va être transférée aux urgences à nouveau de Tivoli, où on refait une biologie qui a priori sans particularité, une petite CRP élevée, les hémocultures sont négatives. Une ponction lobaire est réalisée avec un LCR qui présente 7 cellules nucléées, mais la ponction est traumatique et donc il n'y a pas de formule qui est réalisée. Parallèlement à ça, donc, il y a un panel PCR encéphalique méningite qui a été demandé mais qui est revenu négatif. Il y a également un scan cérébral qui est fait, une IRM cérébrale avec quelques petites particularités. Et puis, au niveau de l'anamnèse systématique, on note une absence d'antécédents familiaux d'épilepsie. Il n'y a pas non plus d'antécédents personnels de convulsions fébriles, de traumatisme crânien ou encore de méningoencéphalite durant l'enfance. Et donc, la patiente va être mise sous traitement antiépileptique et antiviral et être transférée au service de neurologie de Erasme. Donc, où encore toute une série d'examens vont être réalisés lors de son hospitalisation, il faut grâce à Erasme. Et donc, une IRM cérébrale va encore être réalisée et va mettre en évidence donc, une hyperintensité temporale gauche. Et alors surtout, donc, une prise de sang va être effectuée avec une demande de recherche d'anticorps antineuronaux de surface. Et donc, au niveau du laboratoire, on a mis en évidence la présence d'anticorps anti-NMDA récepteurs positifs, donc à un titre très élevé. Et donc, on peut voir, c'est l'image qu'on peut voir ici en dessous. Donc, on avait vraiment une fluorescence très importante avec le sérum de cette patiente. Mais ils vont également réaliser donc un PET scan cérébral notamment qui va mettre en évidence un foyer épileptogène au niveau frontotemporal gauche, également un hypométabolisme par occipital qui peut en effet correspondre avec une encéphalite auto-immune à anticorps antirécepteurs NMDA. Et par ailleurs, au niveau du scan du reste du corps entier, il n'y a pas de mise en évidence de lésions suspectes d'une atteinte néo au niveau du champ exploré. Il y a également une IRM du Q-bassin qui a été effectuée, qui met uniquement en évidence un féculum rectal, mais pas de masse annexielle. Par ailleurs, il y a également un monitoring électroencéphalogramme qui est réalisé avec enregistrement de plusieurs crises épileptiques. Et donc, le diagnostic est posé pour cette patiente d'une encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteurs. Donc, au niveau du traitement, la patiente va être traitée d'une part sur le plan épileptique, donc une thérapie va être administrée pour cette patiente. On va également arrêter le traitement antiviral, vu la négativité des panels de PCR encéphalite méningite. Et alors, dans le cadre vraiment de son encéphalite auto-immune,
un traitement par Solu-Medrol va être initié. Elle va aussi recevoir du rituximab et un premier cycle de 5 cures de plasmaphérèse, d'échange plasmatique. Et donc, le titre d'anticorps anti-NMDA récepteur va être suivi avant et après cette première cure de plasmaphérèse. Et on voit en fait qu'il n'y a pas d'évolution du titre, donc il n'y a pas d'amélioration au niveau biologique du titre en anticorps anti-NMDA récepteur. Et donc, un deuxième cycle de plasmaphérèse va être administré. Et ici, on va pouvoir voir vraiment une diminution du titre d'anticorps anti-NMDA récepteur. Donc, on va avoir une fluorescence beaucoup moins marquée. On va être vraiment à la limite de positivité. Alors, en ce qui concerne son évolution donc sur le plan clinique et comportemental, donc pendant les 4 premières semaines d'hospitalisation, cette évolution clinique, elle était vraiment très, très faible. Donc, c'est une patiente qui restait mutique donc assez longtemps, très agitée, avec donc une absence de contact. Et donc, on va vraiment qu'au bout d'1 mois d'hospitalisation pouvoir discrètement voir quelques améliorations. La patiente va commencer à avoir des phases plus calmes. Elle va pouvoir suivre un peu du regard, commencer à s'exprimer avec des mots cohérents. On va petit à petit pouvoir aussi retirer les contentions. Mais malgré tout, donc, il y a toujours une persistance de troubles du comportement, de troubles cognitifs, de troubles phasiques qui vont directement interférer avec ses capacités de communication, ses relations psychosociales. Et donc, ça va nécessiter un transfert en neurorevalidation pour avoir vraiment une revalidation adaptée sur le plan cognitif et logopédique. Et donc, en conclusion, le diagnostic pour cette patiente, donc, c'était une encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteur sans mise en évidence de tératome et par ailleurs compliquée par des crises d'épilepsie. Et donc, qu'en est-il des dispositions à prendre pour le suivi de cette patiente? Donc, il faudra effectivement donc, faire une IRM cérébrale de contrôle dans les prochains mois. En fonction de la clinique, donc s'il y a une stagnation, une dégradation, il faudra refaire un dosage des anticorps anti-NMDA récepteurs et voir où on en est au niveau du titre. Il faut évidemment suivre la patiente par une IRM du petit bassin qui doit être programmée dans les 6 mois. Donc, ce sont des pathologies qui peuvent être associées à la présence d'un tératome ovarien. Donc, c'est important de faire un suivi de ces patients à ce niveau-là. Et puis, elle va aussi être suivie en consultation d'épileptologie. Alors, donc, un petit mot sur les encéphalites auto-immunes, donc de façon très générale. Donc, pour rappel, ce sont des maladies donc, qui restent assez rares donc, du système nerveux central et donc qui vont de façon prédominante atteindre des structures limbiques, qui vont notamment comprendre l'hippocampe, l'amygdale, et qui vont être associées à la présence d'auto-anticorps. Les auto-anticorps donc, qui vont être dirigés directement contre des protéines neuronales. Alors, la présentation clinique est aiguë, en tout cas dans une durée inférieure de 3 mois. Et on peut, entre autres, catégoriser ces encéphalites auto-immunes sur base des cibles antigéniques des anticorps. Donc, on distingue d'une part des encéphalites auto-immunes qui vont être associées à des anticorps qui vont être dirigés directement contre des protéines neuronales de surface, donc des protéines synaptiques. Et puis, à côté de ça, on distingue les encéphalites auto-immunes qui vont être associées à des anticorps qui vont plutôt cibler des antigènes intracellulaires. Et donc, il faut savoir que ce deuxième type, cette deuxième catégorie d'encéphalite auto-immune est généralement associée à un moins bon pronostic. Et dans la majorité des cas, ce sont des encéphalites auto-immunes paranéoplasiques. Donc actuellement, il y a environ une quarantaine d'antigènes cibles qui sont décrits. Et donc, bien que ces deux catégories d'encéphalite auto-immune peuvent être associées à la présence d'un cancer, la fréquence de cette association va varier très fortement en fonction de l'identification de l'auto-anticorps. Et donc ici, cette slide représente donc comme je vous le disais, donc les deux types de cibles antigéniques qu'on peut avoir dans le cas d'encéphalite auto-immune. Donc, les anticorps peuvent d'une part reconnaître des cibles intracellulaires. Et donc, ça, ce sont les anticorps les plus connus, ce sont les anti-HU, les anti-IO, les anti-RI. Donc, ici, l'anticorps ne va pas avoir de rôle pathogénique. Donc, ce sont plutôt des mécanismes physiologiques liés à l'immunité cellulaire qui vont pouvoir expliquer la pathologie.
Donc un point aussi important, c'est qu'ici, il n'y a pas de corrélation entre le taux d'anticorps qu'on peut avoir et la sévérité clinique. Par ailleurs, donc, ce sont des patients qui ne répondent pratiquement pas à une immunothérapie. Les dommages sont irréversibles. Alors, un point très important, c'est que dans plus de 95% des cas, il y a une tumeur qui est associée. Donc, ces anticorps peuvent aussi apparaître avant la tumeur. Et donc, c'est très important chez ces patients de faire un suivi régulier, en tout cas pendant les 2 à 4 années qui suivent l'identification d'un anticorps pour identifier la présence d'une tumeur. Donc, à côté de ces cibles intracellulaires, on peut aussi avoir des cibles de surface, des antigènes qui vont être facilement accessibles à la surface du neurone. Donc, on a par exemple des anticorps anti-NMDA, donc, qui était le cas ici de la patiente. Donc, ces anticorps ont été décrits de façon beaucoup plus récente. Donc, le premier a été décrit en 2007, mais depuis, on a encore régulièrement et récemment des nouveaux anticorps qui sont décrits. Et ici, il y a vraiment un rôle pathogénique direct de l'anticorps, donc qui va se fixer aux neurones, et, enfin, en tout cas aux récepteurs, et entraîner un dysfonctionnement du neurone. Et donc ici, on peut comprendre que le taux d'anticorps va être vraiment en lien avec la sévérité de la pathologie. Donc, c'est aussi des patients qui vont généralement bien répondre à l'immunothérapie, et donc avoir des dommages qui vont être réversibles. Alors, c'est des patients qui généralement présentent des premiers symptômes qui peuvent être assimilés à des symptômes psychiatriques, et donc il y a parfois un retard de diagnostic vraiment de la maladie, et ils sont d'abord étiquetés de patients psychiatriques avant de vraiment identifier la cause de la clinique. Et donc ici aussi, en fonction du type d'anticorps, il y a une tumeur qui peut être associée ou non dans 10 à 60% des cas. Donc, un petit mot sur les anticorps. Donc, c'est vraiment important de pouvoir identifier l'anticorps mis en cause. Donc, ça va permettre de faire des sous-groupes de patients, donc avec des diagnostics différents, et donc aussi avec une recherche de tumeur qui doit être différente quand ça va orienter la recherche de tumeur. Donc, en fonction de chaque anticorps, il y a des tumeurs associées. Et donc, ça va évidemment aider au traitement, et ça va aussi pouvoir classer le pronostic pour ces patients. Donc, un point qui est quand même important, c'est qu'un phénotype neurologique ne va pas prédire l'anticorps. Donc, on peut retrouver un même anticorps dans toutes sortes de présentations cliniques, et inversement, comme on peut le voir ici sur le tableau en haut, c'est que pour une même présentation clinique, il y a de nombreux anticorps qui peuvent être impliqués. Et donc, c'est vraiment important dans les laboratoires de faire une recherche de panel d'anticorps dans ce type de pathologie. Il faut aussi savoir par ailleurs que dans 40% des cas, enfin environ, on n'identifie pas d'anticorps. La cible est inconnue. Et donc, comme vous pouvez voir sur le schéma ici en bas, donc ça, c'est vraiment une échelle qui représente la découverte au fil du temps de différents anticorps neuronaux. Et on voit que encore très récemment, des nouvelles cibles sont identifiées, que ça va se poursuivre. Et donc, on a parfois des images en fluorescence très importantes, mais quand on fait tous nos tests, on ne retrouve rien. Mais ce n'est pas pour ça qu'il n'y a pas d'anticorps, c'est juste qu'on n'a pas encore de tests commerciaux, de tests disponibles pour pouvoir les identifier. Alors, un petit mot sur la façon dont on recherche ces anticorps au laboratoire. Donc, on commence par une technique d'immunofluorescence indirecte. On travaille sur des coupes de cervelets de primates. Et donc, on va observer une fluorescence ou non. Donc, en absence de fluorescence, généralement, le screening est répondu négatif et on s'arrête là, sauf si vraiment il y a une suspicion clinique importante. Alors, on peut discuter et faire éventuellement des tests spécifiques. Par contre, quand on a une fluorescence positive, alors on va se diriger directement vers des tests spécifiques, soit vers la réalisation d'immunodotes. Donc, ce sont des antigènes qui vont être fixés sur des bandelettes de cellulose et qui vont permettre d'identifier une série d'antigènes intracellulaires. Ou alors, on peut faire des tests spécifiques avec des cellules transfectées. Et donc ici, par exemple, ce sont quelques images, des exemples d'images qu'on peut observer lorsqu'on effectue nos recherches sur coupe de cervelet. Et donc, c'est très important de pouvoir bien connaître, caractériser ces différentes images. Donc, aller identifier est-ce que le cytoplasme, le cellule de Purkinje est positif, qu'en est-il de la couche granulaire, la couche moléculaire, les nucléoles, etc. Parce que ça va nous évoquer la présence de certains anticorps spécifiques. Et donc, on va mettre directement, on va faire un lien entre la fluorescence observée et l'identification
de l'anticorps par un immunodote, par exemple. Par contre, donc, en ce qui concerne les fluorescences observées avec des anticorps qui vont cibler les antigènes de surface, donc au niveau des coupes de cervelet, on va avoir une fluorescence du neuropile, mais donc c'est une fluorescence qui n'est pas très spécifique et donc ça va être très difficile de distinguer. Enfin, ici, il y a donc les différentes images, ça va être difficile de distinguer les différents anticorps sur base de ces images. Et donc là, c'est vraiment important de faire des tests monospécifiques. Et les tests qui sont faits en laboratoire sont ceux qui vont utiliser des cellules transfectées. Donc, rapidement, donc les cellules transfectées, elles vont être transfectées avec un plasmide qui va contenir le gène qui va coder pour la protéine d'intérêt, donc qui va par exemple coder pour le récepteur NMDA, et il va alors être exprimé en surface de la cellule. Et donc, on va ensuite incuber ces cellules transfectées avec l'anticorps du patient, en tout cas s'il est présent. On va coupler ça à un anticorps secondaire qui va être couplé à un fluorochrome et on va visualiser la fluorescence émise. Et donc ça, ce sont le type d'images qu'on peut observer en cas de présence d'un de ces anticorps dans le sérum ou le LCR du patient. Alors, de façon plus spécifique, au niveau des encéphalites à anticorps anti-NMDA récepteurs, donc pour rappel, c'est un récepteur donc du glutamate, un récepteur NMDA. Ce sont des récepteurs ionotropes qui sont formés de deux sous-unités NR1 et deux sous-unités NR2. Et ici, ce qui nous intéresse vraiment, ce sont les anticorps qui vont être dirigés contre la sous-unité NR1. Donc, dans toutes ces cellules transfectées, c'est vraiment cette sous-unité qui doit pouvoir être exprimée. Et alors, un autre point important, ce sont des anticorps de ce type IgG. Donc, on peut également trouver des anticorps IgA, IgM dirigés contre ces récepteurs NMDA, mais qui sont beaucoup moins spécifiques, qu'on retrouve dans d'autres pathologies. Et donc, celle qui est spécifique dans l'encéphalite auto-immune, ce sont les anti-IgG1. Et donc, ces anticorps vont directement induire une internalisation du récepteur et donc altérer la fonction du neurone. Donc, c'est l'encéphalite auto-immune la plus fréquente, c'est la anti-NMDA récepteur. Elle va majoritairement toucher les jeunes adultes, donc l'âge médian est de 21 ans, même si on peut retrouver la pathologie chez les enfants et environ 5% des patients ont plus de 45 ans, donc c'est vraiment chez les jeunes qu'on va retrouver cette pathologie. C'est aussi là où la prédominance féminine est la plus importante, donc 80% des jeunes adultes atteints sont des femmes. Et alors aussi, un point très important, donc c'est l'association avec le tératome ovarien dans environ 40% des cas. Donc il faut savoir que le processus de guérison est très très lent, donc il peut prendre jusqu'à 2 ans, donc avec vraiment une immunothérapie qui va permettre d'éliminer, de retirer l'anticorps, mais aussi avec un traitement physique, avec éventuellement une résection de tumeur si présente, avec des traitements symptomatiques de l'épilepsie, etc. Et même donc, dans une grande majorité des cas, dans 80% des cas environ, on va avoir vraiment une amélioration complète, ou en tout cas substantielle, mais avec quand même quelques rechutes possibles. Alors, pour cette encéphalite à anticorps anti-NMDA récepteur, on a vraiment une présentation clinique qui est très caractéristique. Et donc ici, j'ai repris en gros les manifestations cliniques qui sont décrites dans cette pathologie. Donc généralement, il y a d'abord une phase de prodrome avec des céphalées, des fièvres inhabituelles, un syndrome de type pseudoviral. Et puis progressivement, il va y avoir d'autres symptômes qui vont s'ajouter avec principalement donc, des manifestations psychiatriques qui vont être très importantes. Les patients vont souffrir d'anxiété, d'agitation, ils vont présenter des troubles du comportement, ils vont avoir des hallucinations extrêmes, une pensée désorganisée, etc. Et donc, à ce stade de la pathologie, généralement, les patients sont étiquetés de schizophrènes, de psychotiques, enfin plutôt d'atteinte psychiatrique. Et puis d'autres troubles vont s'installer. Les patients peuvent souffrir de crises d'épilepsie, il y a des troubles de la mémoire. Alors, il y a des dyskinésies bucco-faciales qui sont très caractéristiques, des dystonies, des post-thyropistotoniques même qui sont décrites, et alors des troubles du langage importants. Donc, ces patients sont mutiques. En tout cas, ils ont un rendement de langage vraiment très diminué.
Et puis, il peut aussi avoir finalement une atteinte du système nerveux autonome, avec parfois aussi une hypoventilation qui va alors nécessiter une ventilation mécanique. Et finalement, ces patients vont entrer dans un état de coma. Et donc, pour effectuer le diagnostic de cette pathologie, donc d'une part, il y a tous ces éléments cliniques qui sont très importants, mais qu'est-ce qu'il en est donc au niveau des différents examens qu'on peut réaliser? Donc, au niveau du LCR, il peut être tout à fait normal, ou alors, dans la majorité des cas, il va quand même y avoir une petite lymphocytose, mais donc pas spécifique, des bandes oligoclonales. Au niveau de l'électroencéphalogramme, généralement, il n'y a pas vraiment d'anomalie très spécifique. Donc, il est simple, généralement, le tracé est simplement ralenti, désorganisé, mais il y a quand même quelques signes qui peuvent être très évocateurs, et, comme par exemple l'extrême delta brush qui a été décrit dans ces encéphalites spécifiques à anti-NMDA récepteurs. Au niveau de l'IRM cérébral, elle est généralement aussi souvent normale, mais on peut aussi décrire un hypersignal temporal interne qu'on retrouve dans environ un tiers des cas. Et puis évidemment, c'est très important, donc c'est un diagnostic différentiel, il faut évidemment exclure toutes les autres causes d'encéphalite, et notamment tout ce qui est encéphalite infectieuse, toxique, métabolique, donc tout ça doit évidemment être exclu avant de poser le diagnostic d'encéphalite auto-immune. Il y a aussi les troubles psychiatriques, mais il y a encore d'autres causes qui doivent pouvoir être exclues avant de poser ce diagnostic. Et puis finalement, le diagnostic est clairement posé lorsqu'on identifie la présence de ces anticorps anti-NMDA récepteurs. C'est important de faire la recherche dans le LCR, sachant que c'est dans cette matrice que la recherche va vraiment être la plus sensible et même parfois la plus spécifique. Et donc, je vais terminer ma présentation par une conclusion assez générale, donc en ce qui concerne le domaine de la neuroimmunologie, donc pour quand même insister sur le fait que c'est un domaine qui est vraiment en évolution rapide. Et donc, vous l'avez vu, il y a des anticorps qui sont encore continuellement identifiés, donc il faut pouvoir vraiment suivre ça et proposer des tests adaptés. Donc, ce sont les antigènes neuronaux qui vont être les plus fréquents dans ces encéphalites auto-immunes, enfin, en tout cas les cibles les plus fréquentes des anticorps, des auto-anticorps. Et donc, c'est très important, donc, comme j'avais dit, de déterminer ces anticorps pour identifier des sous-groupes de patients qui vont nécessiter des prises en charge différentes et être associés à des pronostics différents. Donc, c'est aussi important de faire des recherches qui vont proposer un panel d'anticorps, donc qui comprendrait au moins les anticorps les plus fréquemment décrits. Alors, c'est aussi très important de pouvoir effectuer ces recherches à la fois dans le sérum et dans le LCR pour vraiment optimiser les performances en termes de sensibilité et de spécificité, et aussi de pouvoir utiliser différentes méthodes, donc comme je vous le disais, la fluorescence combinée à l'immunodote ou à des cellules transfectées. Lorsqu'on a des résultats qui sont discordants entre l'identification de l'anticorps et la clinique du patient ou la tumeur associée, évidemment, c'est toujours la clinique qui prime, donc c'est toujours à confronter au contexte clinique. Et alors, on peut toujours éventuellement se diriger vers des centres de référence pour faire encore des tests supplémentaires. Donc voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous écoute pour d'éventuelles questions. J'ai une petite question. Est-ce que de manière générale, on pourrait dire que les encéphalites auto-immunes ont une prédominance chez la femme ou pas du tout? Euh, bah, Ça dépend en fait du type d'anticorps. Donc c'est vrai que c'est très décrit pour le NMDA avec notamment donc l'association au tératome ovarien. Maintenant, il y en a d'autres, des encéphalites qui sont plutôt associés à des cancers pulmonaires, et à ce moment-là, on voit moins la distinction homme-femme. Mais c'est vrai que de manière générale, on a toujours une prédominance féminine, mais bon, les proportions varient, et que ce soit en fonction de l'âge, donc même pour le anti-NMDA, donc on voit que chez les adultes ou chez les enfants, on n'a plus cette prédominance féminine. C'est vraiment dans la tranche 20-30 ans que les femmes sont plus représentées dans ces groupes de patients. Mais donc oui, non, tout ça, ça dépend à la fois de l'anticorps et de la tumeur associée. Merci. Je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup Carole. Nous pouvons passer à la présentation suivante avec un sujet d'hématologie qui sera présenté par la post-graduée Chimène Niamesameya et le docteur Hussein Farhat.